Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème du Proche et du Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis 1918. Il s'agit de la première partie de 1918 à 1945. En France, l'expression Proche-Orient désigne traditionnellement les pays en bordure de la mer Méditerranée, à savoir la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël et l'Égypte, formant l'ancien Levant. L'expression Moyen-Orient s'est quant à elle imposée sous l'influence des Anglo-Saxons, notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de l'ensemble des pays, de la Turquie à l'Iran, voire à l'Afghanistan, de la péninsule arabique, auquel on associe l'Égypte. C'est dans cette région qu'est née la révolution du néolithique. C'est un carrefour de civilisation et le berceau des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. La région concentre aussi des rivalités religieuses, politiques et culturelles, ainsi que des enjeux stratégiques. C'est un foyer permanent de tensions et d'insécurité. Il s'agira donc de se demander quels facteurs font de la région un foyer particulier de conflits et pourquoi ces conflits ont-ils une telle résonance dans le monde. Premier point, une région sous l'influence des grandes puissances de 1918 à 1945. Il faut souligner tout d'abord qu'il s'agit d'une région d'une importance stratégique. Historiquement, le Proche et le Moyen-Orient est une zone de passage, de carrefour, mettant en contact l'Europe et l'Asie, suscitant l'intérêt et les appétits des puissances extérieures depuis le XIXe siècle. On remarque une grande diversité ethnique et culturelle, avec trois grandes cultures dominantes, les Perses, les Turcs et les Arabes, et aussi la présence de Kurdes. Il faut également souligner une grande diversité religieuse. Tout d'abord, l'islam. Il existe deux courants de l'islam, le sunnisme, la majorité des Arabes et des Turcs, et le chiisme, la majorité des Persans, la moitié des habitants de l'Irak, et aussi en Liban et en Syrie. La division entre ces deux courants a pour origine la mort de Mahomet. Les chiites et les sunnites ne lui reconnaissent pas le même successeur. Ceux qui choisissent Ali, le gendre du prophète, deviendront les chiites, tandis que ceux majoritaires qui préfèrent suivre Abou Bakr, compagnon de Mahomet, deviendront les sunnites. Des différences d'interprétation du Coran et de pratiques religieuses viendront peu à peu se rajouter à ces divisions de succession. Il faut signaler aussi l'importance de la population juive ainsi que des minorités chrétiennes qui sont très divisées en différentes églises. Par exemple les Coptes en Égypte, les Chaldéens en Irak ou les Syriaques en Syrie. Jérusalem, au sein de cet ensemble, a une place particulière, car la ville est le lieu saint des trois monothéismes. De même, les grands lieux saints de l'islam sont également importants, la Mecque et Médine, dont le contrôle par la dynastie saoudienne est critiqué, notamment par l'Iran. Enfin, la région est stratégique depuis la découverte des premiers gisements de pétrole en Perse en 1908. Le contrôle du pétrole est devenu un enjeu majeur pour les grandes puissances. Ensuite, la région est bouleversée par la Première Guerre mondiale. En effet, depuis le XVIe siècle, les Ottomans contrôlent la majeure partie des peuples et du territoire du Proche et du Moyen-Orient, à l'exception de la Perse et du sud de l'Arabie. Mais au XIXe siècle, l'autorité de l'Empire ottoman recule et la région devient un enjeu pour les puissances européennes. La France s'impose dans les ports du Levant, Beyrouth, Alexandrie, et a une forte influence sur les milieux chrétiens. La Russie cherche à contrôler les détroits pour son commerce. La Grande-Bretagne veut protéger la route des Indes et exerce un protectorat sur l'Égypte. Par ailleurs, la découverte de pétrole en 1908 attire les convoitises. Ainsi, pour se détacher de l'influence européenne, en 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne. Pour l'affaiblir, la Grande-Bretagne suscite en 1916 la révolte des Arabes, dirigée par le shérif de la Mecque Hussein, gardien des lieux saints, et son fils Fécal, auquel il promet un royaume indépendant. Voilà comment, aidés des Arabes, les Britanniques prennent Jérusalem, Bagdad et Damas. Mais en réalité, les Européens, essentiellement les Français et Anglais, envisagent de mettre la région sous tutelle et d'établir un partage. C'est l'objet des accords Sykes-Picot signés en mai 1916, qui décident d'un partage. Syrie et Liban pour la France, Transjordanie et Mésopotamie pour l'Angleterre, statut international pour la Palestine. Les Ottomans signent finalement l'armistice le 30 octobre 1918. Le partage se fait officiellement lors du traité de Sèvres en 1920, qui reprend les termes des accords Sykes-Picot.
Les détroits sont démilitarisés, la SDN confie à la France et à la Grande-Bretagne des territoires, des mandats, qui deviendront la Syrie et le Liban pour la France, et pour la Grande-Bretagne, l'Irak et la Palestine. Cependant, les nouvelles frontières sont refusées par les mouvements nationalistes de la région, par exemple en Irak et en Syrie. En effet, les Anglais n'ont pas tenu leur promesse de créer un grand royaume arabe et répriment le soulèvement irakien de 1920-1921. De même pour les Français en Syrie, avec la prise de Damas en juillet 1920. Rivalité et premières indépendances. Tout d'abord, la politique européenne dans les mandats. Les puissances européennes s'appuient sur des minorités confessionnelles, chrétiens libanais, juifs de Palestine, en leur accordant des avantages territoriaux et politiques. Ainsi, la France donne satisfaction aux chrétiens du Liban en créant un grand Liban séparé de la Syrie, où les maronites chrétiens sont majoritaires, mais qui inclut une forte minorité musulmane, à 45%, notamment des sunnites, partisans d'une grande Syrie. De plus, la France administre ce mandat comme des protectorats et se heurte à la résistance sunnite avec la Grande Révolte de 1925-1926. La guérilla se prolonge jusqu'en 1927, et la France n'accordera l'indépendance au Liban qu'en 1943 et à la Syrie en 1946. Les Britanniques mènent une politique très différente et jouent le jeu de l'indépendance. Ils l'accordent à la Transjordanie en 1928 et à l'Irak en 1932. Dans les deux cas, ils maintiennent des bases militaires ainsi que le contrôle de l'économie. Il convient de s'intéresser au cas particulier des relations entre les Britanniques et la Palestine. En effet, une organisation sioniste mondiale a été créée en 1897 sous l'impulsion de Theodor Herzl face à l'exclusion dont les Juifs sont victimes, les pogroms en Russie ou encore l'affaire Dreyfus. Cette organisation revendique la création d'un État juif en Palestine, berceau historique du peuple juif, expulsé en 70 après Jésus-Christ. Ainsi, dès le début du XXe siècle, un mouvement d'implantation, Alaya en hébreu, est lancé avec la fondation des premières villes et colonies juives. L'organisation sioniste se charge de recueillir des fonds, d'acheter des terres, d'accueillir les nouveaux migrants et peu à peu se met en place un quasi-État avec ses structures politiques, militaires, auxquelles il ne manque que le contrôle exclusif du territoire déterminé et la reconnaissance internationale. En novembre 1917, le ministre anglais des Affaires étrangères, Lord Balfour, se dit favorable à la création d'un foyer national juif en Palestine. Cette déclaration, faite à Lord Walter Rothschild, représentant des Juifs britanniques, intervient dans un contexte militaire favorable à la Grande-Bretagne. Cependant, il y a des ambiguïtés et de contradictions. Balfour parle d'un foyer national et non d'un État ou d'une nation. Il évoque d'un autre côté la préservation des droits civils et religieux des Arabes de Palestine, sans mentionner d'éventuels droits politiques. Par ailleurs, en 1915, les mêmes Britanniques avaient déjà promis à Hussein la constitution après-guerre d'un grand royaume arabe incluant la Palestine. L'immigration juive se développe et s'accélère avec la limitation de l'immigration aux États-Unis en 1924 et l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Ainsi, la population juive de Palestine passe de 90 000 en 1923 à 450 000 en 1940 pour une population palestinienne de 1,12 million. Les implantations juives, les kibboutz se multiplient et les heurts sont de plus en plus violents entre Arabes et Juifs, notamment à Jérusalem en 1929, avec plus de 200 morts. En 1936 commence la Grande Révolte arabe, qui réclame donc l'arrêt de l'immigration et la fin du mandat britannique. La répression des Anglais est sévère, 3 à 6 000 morts arabes, mais la Grande-Bretagne propose en 1937 le plan Peel, partition entre un État juif et un État arabe qui serait rattaché à la Transjordanie. Les sionistes acceptent, les Arabes refusent. En 1939, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne décide de limiter l'immigration juive à 15 000 personnes par an. La fin de la Seconde Guerre mondiale correspond également avec la fin de la domination européenne sur la région. En effet, entre 1943 et 1949, la France et le Royaume-Uni, ruinés par le conflit, avaient donné l'indépendance au Liban, à la Syrie, à la Palestine et à la Jordanie. Entre 1961 et 1971, les Britanniques accordent la liberté aux petits Émirats de la péninsule arabe, par exemple le Koweït et les Émirats arabes unis. En 1971, il n'y a plus de colonies européennes au Moyen-Orient.